Je n'ai jamais cru que les horloges pouvaient mentir jusqu'au jour où j'ai mis le pied à Skarholm. C'était un port norvégien serré entre la mer Noire et des collines blanches, où l'hiver semblait avoir signé un bail à durée indéterminée. J'y arrivais avec une clé de cuivre verdâtre, une photographie effacée et un rapport sanitaire officiel qui sentait la peur plus que l'encre. Dans le train, ma montre avait commencé à se comporter comme un animal blessé, sautant des minutes, puis se figeant obstinément sur 03 H17. Je l'avais rembobinée, frappée du bout des doigts, posée sur la table, mais chaque nuit, elle revenait à la même heure, comme si le temps lui-même avait reçu un ordre. La photographie montrait un phare, un visage de femme à moitié noyé dans la lumière et l'ombre d'un enfant si flou qu'on aurait dit un défaut de la pellicule. Au dos, une phrase au crayon tremblait encore, malgré les années, comme si elle refusait de sécher. Elle disait que ce n'était pas la mère qui réclamait, mais la promesse. Le rapport, lui, portait un titre net, une date ancienne et une liste de chiffres qui ne concordaient pas avec le reste du dossier. J'avais été journaliste assez longtemps pour reconnaître la forme de ces documents qui se donnent des airs de vérité afin que personne n'ose les lire. Mon métier consistait à ouvrir les portes que d'autres refermaient, et cette clé ressemblait à une invitation ou à un avertissement. Skarholm me reçut dans une brume qui avait la densité d'un tissu mouillé, collant à la peau et aux pensées. Les cordages du port étaient durs comme des os, les bateaux immobiles semblaient s'être figés dans une respiration trop longue, et le phare dominait tout, à l'écart, comme un juge silencieux. À l'auberge, l'aubergiste évita mon regard dès que je prononçai le mot phare, puis me donna une chambre au bout du couloir, loin des autres. Il ne me demanda pas mon nom, et cela me parut immédiatement mauvais signe. Je posai ma valise, déroulai mes papiers sur le lit, et c'est alors que j'entendis le premier récit, avant même de poser la première question. Vous venez pour le garçon, n'est-ce pas, monsieur? Le jeune homme qui venait de parler portait l'odeur de la mer et des entrepôts, comme s'il s'était frotté à toutes les portes du port. On l'a trouvé au petit matin, pieds nus dans la neige, et il ne savait plus comment il s'appuie. Il se tenait sur le seuil, hésitant, comme si entrer dans ma chambre revenait à accepter un pacte. Il avait les doigts couverts d'une poussière de verre, comme s'il avait caressé un miroir brisé pendant des heures. Je lui fis signe de s'asseoir, puis je pris un carnet, par habitude et par besoin de me tenir à quelque chose. Il répétait une seule phrase, très doucement, sans crier, comme si la phrase avait peur d'être entendue. Il disait qu'on lui avait demandé de compter jusqu'à 7. Je demandai où il se trouvait maintenant, et le jeune homme avala sa salive avec effort. Chez sa mère, mais il n'ose plus dormir, et personne n'ose lui dire que ça passera. Je lui demandai le nom du garçon. Mictel. Le prénom tomba dans la pièce comme une pièce de monnaie dans un puits, avec une profondeur que je n'aimais pas. Je notai le prénom, puis je notai la poussière de verre, et enfin je notai le chiffre 7 qui commençait déjà à se répéter dans ma tête. Le jeune homme se leva, et au moment de partir, il jeta un regard furtif vers ma montre. Si votre montre s'arrête à 03 H17, ne la secouez pas, monsieur, parce que ça la contrarie. La porte se referma, et je restai un instant immobile, la main sur mon carnet, comme si je venais d'écrire une date sur ma propre peau. Je compris alors que Skarholm ne voulait pas seulement que j'enquête sur un passé, mais que je regarde un présent qui commençait à se fissurer. Je descendis au comptoir pour demander au patron qui était le gardien du phare, et sa bouche se contracta comme s'il avait goûté quelque chose d'amer. Il s'attelle à Conrist et il ne parle qu'à la bougie. La précision de cette phrase me surprit, comme si la règle était ancienne et respectée par tous. Vous le trouverez au pied de la tour, là où la neige ne fond jamais. Je sortis, le col relevé, et l'air mordit mon visage avec une brutalité presque personnelle. Le chemin vers le phare longeait des rochers glacés, et la mer, en contrebas, semblait avaler la lumière. Au bout, la tour se dressait, humide et sombre, et sa lentille au sommet était éteinte. Pourtant je crus voir, au fond de la brume, une rotation lente, comme un geste que personne n'avait commandé. Je trouvai Hakon assis près d'une porte basse, enveloppé dans un manteau trop large, la barbe grise chargée de givre. Vous n'avez pas l'air d'un homme venu pour pêcher.
Sa voix avait le grain du bois ancien, et son regard semblait avoir appris à se méfier de tout, même des jours. Je lui dis que j'étais journaliste, que je venais pour comprendre une affaire de quarantaine, et je sortis le rapport sanitaire. Ce papier ne vaut rien, mais il pèse lourd parce qu'il a servi à fermer. Je sortis aussi la clé et je la déposai sur ma paume comme on montre une preuve fragile. Vous avez reçu la mauvaise chose, ou la bonne, je ne sais pas. Il se leva avec lenteur, comme si ses articulations portaient les années d'un autre homme. Si vous voulez parler, nous parlerons à la bougie, parce que la lampe ment ici. Il sortit une bougie d'un tiroir, l'alluma, et la flamme trembla aussitôt, comme si l'air du phare refusait la chaleur. Nous entrâmes, et l'intérieur me donna la sensation d'une maison où l'on aurait enfermé du linge trop longtemps. L'odeur n'était pas celle de la pierre, mais celle du savon, de la laine humide et d'un désinfectant ancien qui gardait encore son autorité. Sur le premier palier, je vis un miroir accroché au mur, fendu en étoiles, et je ressentis une gêne immédiate, comme si le miroir avait déjà un souvenir de moi. Ne regardez pas trop longtemps, parce qu'il apprend. Je souris par réflexe, mais je détournai le regard parce que je n'étais pas venu pour provoquer, seulement pour comprendre. Nous nous assîmes à une table et la bougie posa sur le bois une lumière qui semblait hésiter, comme Akon l'avait promis. Je lui demandai ce qu'il savait de la semaine de quarantaine. Je sais ce qu'on a écrit, et je sais ce qu'on n'a pas écrit, et la différence est ce qui vous amène. Il parla d'un hiver d'une autre année, d'un bateau venu du sud, de rumeurs d'épidémie et d'une panique si rapide qu'elle avait pris le pouvoir avant même que les médecins ne prononcent un diagnostic. Ils ont dit que ce serait une semaine, et les gens ont voulu les croire, parce qu'une semaine, c'est supportable. Il fit une pause, et la flamme de la bougie s'étira, comme si elle voulait écouter. Au 7e jour, ils ont promis d'ouvrir, et ils n'ont pas ouvert. Je notai la phrase, puis je demandai combien de personnes avaient été enfermées. Officiellement, 12. Il me regarda sans ciller. En vérité, 40. Le chiffre me frappa comme un coup de vent, parce qu'il résonnait avec le rapport et avec la sensation de répétition qui me suivait. Je demandai où se trouvait la pièce où ils avaient été enfermés. Sous vos pieds, mais pas sous les miens, parce que je ne descends plus. Il prononça cela avec une certitude qui sentait la peur disciplinée. Je lui demandai pourquoi il ne descendait plus. Parce que la porte a appris à se fermer, et qu'elle n'aime pas qu'on la contredise. Je crus d'abord à une métaphore, puis je sentis que, chez lui, les métaphores avaient des dents. Je demandai s'il avait déjà entendu la lentille tourner la nuit. Je l'entends, oui, surtout quand les gens du port mentent avec trop de conviction. Je sortis la photographie et je la lui montrai. Cette femme, je la connais. Ses doigts frôlèrent l'image et il les retira aussitôt, comme si le papier avait piqué. Elle s'appelle Sinia, et elle vit près des entrepôts avec le silence d'une veuve. Je demandai si elle accepterait de me parler. Elle parlera si vous n'attendez pas qu'elle vous pardonne. Cette phrase resta avec moi pendant que je quittais le phare et l'air extérieur me sembla moins froid que l'intérieur. Le soir, je me rendis aux entrepôts où l'odeur de poisson séché se mêlait à celle du goudron. Signe se tenait près d'une porte, enveloppée dans un châle noir si épais qu'on aurait dit une armure. Vous n'êtes pas d'ici, et vous avez déjà l'air fatigué, c'est mauvais signe. Sa voix avait la dureté de la mer en hiver, mais aussi une lassitude qui donnait envie d'écouter. Je lui dis que je venais pour comprendre la semaine de quarantaine et que j'avais une photographie qui la concernait. On me photographie toujours quand je ne suis pas prête, parce que c'est plus facile de faire de moi une preuve. Elle regarda la photo, puis détourna les yeux, comme si elle craignait de réveiller quelque chose. Mon mari était un homme d'ordre, et l'ordre l'a mangé. Elle sortit une lettre pliée, tachée d'encre et de sel, et la posa entre nous sans la lâcher tout de suite. Il n'a jamais envoyé cette lettre, parce qu'il a compris que personne ne voulait la recevoir. Je lui demandai si je pouvais la lire.
Lisez, mais ne faites pas semblant d'être surpris. Je pris la lettre et je lus en silence, puis à voix basse, parce que les mots semblaient exiger un témoin. Ils disent que ce n'est qu'une semaine, et je veux les croire parce que je n'ai pas le courage d'imaginer autre chose. Ils disent qu'on ouvrira la porte au 7e jour, et je répète cette phrase aux gens enfermés comme on donne une couverture à quelqu'un qui tremble. Ils disent que c'est pour le bien public, et je me répète que le bien public a besoin d'une conscience, sinon il devient un couteau. L'encre s'interrompait ensuite, remplacée par des traits nerveux, et la feuille portait une trace circulaire, comme si une tasse avait trempé dans le papier. Je levai les yeux vers Signe. Il a cessé d'écrire quand il a compris qu'il mentait, et qu'il mentait au nom de gens qui ne viendraient pas l'aider à porter la faute. Je lui demandai ce qui s'était passé réellement. On a dit qu'il y avait une infection, puis on a dit qu'il fallait isoler, puis on a dit qu'il fallait sceller, et chaque phrase rendait la suivante plus facile. Elle inspira lentement, comme si l'air lui coûtait. À la fin, ce n'était plus une quarantaine, c'était une offrande déguisée. Je lui demandai une offrande à qui? Au port, à la mer, au hasard, à la peur, choisissez, cela revient au même quand on veut éviter de prononcer le mot faute. Elle me fixa, et je sentis qu'elle cherchait une feuille en moi. Vous croyez que vous venez écrire un article, mais ici, on n'a pas besoin d'un article, on a besoin d'une fin. Je sortis ma montre sans y penser, et l'aiguille des secondes semblait hésiter. Si elle s'arrête à 03h17, ne la forcez pas, parce qu'elle essaie de vous protéger. Je commençais à comprendre que les phrases se répondaient à Scarholm comme des échos, et que cet écho me visait. Je retournai à l'auberge, et je passai une partie de la soirée à copier des chiffres du rapport, à comparer des dates, à chercher des incohérences. À minuit, le vent se leva, et la fenêtre vibra comme une peau. Je m'endormis enfin, la lampe éteinte, la lettre de Signe repliée sur mon carnet comme un talisman. Je fus réveillé par un bruit mécanique, régulier, qui ressemblait à une respiration faite de verre. Je regardai ma montre et l'aiguille trembla avant de s'immobiliser sur 03H17. Le bruit venait de dehors et pourtant il semblait être dans ma poitrine. Je me levai, j'ouvris la porte et le couloir de l'auberge était plus sombre que d'habitude, comme si la nuit avait pris de l'épaisseur. Par la fenêtre du couloir, je vis un faisceau de lumière tourner dans la brume, balayant le port comme un doigt qui cherche une faute sur une page. La lanterne du phare était allumée. Je sortis, sans manteau d'abord, puis je revins le chercher, parce que même la peur a besoin de tissu. Dehors, la lumière passait sur les murs, et à chaque passage, le monde semblait se figer un instant, puis reprendre comme si rien ne s'était produit. À la seconde rotation, je vis une silhouette dans le faisceau, près des entrepôts, immobile, les bras le long du corps. À la troisième, je vis un enfant, ou quelque chose qui avait la hauteur d'un enfant, serrant contre lui une absence. À la quatrième, je vis une femme au châle, le visage tourné vers la mer, comme si elle attendait un nom. Entre les balayages, ces formes disparaissaient. Je compris que la lumière ne montrait pas le présent, mais une mémoire qui insistait. Je me mis à marcher vers le phare, et le faisceau me frôla, laissant sur ma peau une sensation de corde mouillée. Je m'arrêtai, surpris, et je vis sur mon avant-bras une trace pâle, comme la marque d'un doigt. Je repris ma marche, et le bruit mécanique se fit plus net, comme un engrenage qui s'ajuste. Arrivé au pied du phare, je trouvai la porte ouverte. La bougie de Hakon brûlait encore sur la table, et lui, assis, semblait attendre, comme s'il savait que je viendrais. Vous avez vu ce qu'elle montre? Il ne demanda pas si j'avais peur, parce que cela aurait été inutile. Je demandai pourquoi la lanterne tournait. Elle tourne quand la semaine recommence. Je demandai ce que cela signifiait. Cela signifie qu'un vivant a été touché et que la porte cherche un nouveau verrou. Je pensai au garçon Mikkel, à ses doigts couverts de verre, et je ressentis un frisson plus froid que l'air. Je demandai à Hakon de me montrer les archives du phare. Elles sont dans un tiroir, mais elles ne veulent pas être lues parce que les mots réveillent. Il tira un tiroir et en sortit un registre relié, gonflé d'humidité.
À la lueur de la bougie, je vis des colonnes de noms grattés, des dates et des mentions de rations. Les chiffres étaient là, obstinés, répétés comme un refrain administratif. 40 rations. 40. Je tournais les pages et je remarquais que, pour la semaine en question, les noms avaient été remplacés par un seul mot. Il disait inconnu. Je levai les yeux. Quand on ne veut pas porter des noms, on invente des inconnus. Je demandai si quelqu'un, au port, connaissait ces noms. Les familles connaissent, mais elles font semblant de ne pas connaître, parce qu'elles ont eu besoin de continuer à vivre. Je demandai si Hakon avait connu les enfermés. Je les ai entendus, et parfois, entendre suffit pour être coupable. Il baissa les yeux et la bougie vacilla. Ils demandaient l'heure, ils demandaient le jour, ils demandaient si on les entendait, et la dernière chose qu'ils ont demandé, c'est qu'on ouvre. Je sentis, en l'écoutant, un poids dans ma gorge, comme si la fumée d'une bougie ancienne venait de s'y déposer. Je demandai où était la porte. Puis bas. Il se leva, puis s'arrêta, comme s'il venait de sentir une main sur son épaule. Je ne descends pas, mais je peux vous y conduire jusqu'au premier escalier. Nous descendîmes et l'air devint plus dense, chargé de cette odeur de désinfectant, plus forte, plus autoritaire. Le miroir fendu se trouvait là, au palier, et je ne pus m'empêcher de le regarder. Mon reflet me fixait, mais il semblait légèrement décalé, comme si le verre demandait à mon image de prouver qu'elle avait le droit d'exister. Je détournai les yeux, mais une pensée me traversa avec une netteté désagréable. Mon reflet, lui, n'avait pas détourné les yeux. Hakon posa une main sur la rampe. La serrure est plus bas, et si vous y allez, allez-y avec une phrase claire, parce que ce lieu déteste l'indécision. Je demandai ce qu'il voulait dire. Je veux dire que la porte aime les gens qui ferment, et qu'elle n'a jamais aimé les gens qui ouvrent. Il me laissa au pied de l'escalier, et je continuai seul, la bougie en main. Les marches craquaient sous mon poids, non pas comme du bois, mais comme des os. Arrivé en bas, je trouvai une porte de métal sombre, et sur le mur, des traces de maçonnerie ancienne. Une partie du mur semblait plus récente, comme si quelqu'un avait voulu effacer l'existence d'un passage. Je vis une serrure, et elle avait l'air humide, comme si elle venait d'être léchée par la mer. Je sortis la clé, et au contact du métal, je sentis un picotement, comme si la clé reconnaissait ma peau. Je posai la bougie sur une caisse, et j'approchai la clé de la serrure. À cet instant, j'entendis un pas derrière moi. Je me retournai, et je vis Signe. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir sans quelqu'un qui a perdu. Son visage était tendu, mais ses yeux étaient déterminés, comme si elle avait déjà pris la décision avant de quitter sa maison. Je lui demandai pourquoi elle était là. Parce que si vous ouvrez, ce n'est pas seulement un passage, c'est une histoire. Et une histoire demande des témoins, sinon elle se recolle toute seule. Je demandai si elle savait ce qu'il y avait derrière. Je sais ce qu'on y a mis, et je sais ce qu'on y a laissé, et je sais que ce qui reste n'a pas besoin de corps pour faire du bruit. Je regardai la serrure, puis je regardai ma montre, et l'aiguille frôlait l'heure qu'elle craignait. 03H17. Je tournai la clé. La résistance ne fut pas celle d'un mécanisme, mais celle d'une volonté. Le métal protesta, puis céda avec un soupir qui ressemblait à un rire étouffé. La porte s'entr'ouvrit et un souffle glacé sortit, chargé d'une odeur de savon, de laine et de désinfectant. L'air me frappa au visage comme une gifle et la flamme de la bougie s'allongea, puis reprit, comme si elle avait failli s'éteindre. Je poussai la porte et nous entrâmes. La pièce était plus grande que je ne l'aurais imaginé, et pourtant elle donnait la sensation d'être étroite, comme si les murs se rapprochaient lentement. Il n'y avait pas de corps. Il y avait des objets. Des montres arrêtées, alignées sur une planche, toutes figées sur 03H17. Des bougies consumées jusqu'au socle, comme si la cire avait été mangée par la peur. Des photographies sans visage, où les traits étaient effacés,
mais où les regards, eux, semblaient encore là. Des clés, plusieurs, suspendues à un clou, comme un trousseau d'autorité. Et au centre, un manteau posé debout, sans corps, comme si un homme invisible le portait. Le manteau n'était pas un tissu normal parce qu'il ne bougeait pas avec l'air. Il semblait fait d'une rigidité administrative, d'un noir qui ne reflétait rien, comme si la lumière n'avait pas le droit de l'inspecter. Les manches pendaient, et au bout de chaque manche, il y avait une clé. Signe porta une main à sa bouche, et je vis ses doigts trembler. Voilà l'ordre enfin. Je fis un pas, et le manteau se tourna vers moi sans se déplacer, comme si l'orientation était une décision interne. Je sentis alors une pression, non sur ma peau, mais sur mes pensées, comme si quelqu'un tentait d'y ranger des dossiers. La bougie grésilla, et sa flamme se mit à osciller en rythme, comme un métronome. J'entendis un bruit, non pas un cri, mais une série de souffles, comme si 40 personnes expiraient dans le même couloir. La brume à l'extérieur semblait plus proche, comme si elle s'était collée au mur. Je pris une photographie sur la planche, et au moment où mes doigts touchèrent le papier, une sensation de froid profond remonta le long de mon bras. Je vis alors, dans un éclat de perception, une scène courte, précise, presque banale. Une main qui frappe une porte. Une voix qui demande le jour. Une voix qui répond que c'est bientôt le 7e. Je lâchai la photo et elle retomba sans bruit, comme si le sol avait appris à avaler. Signe fit un pas vers le manteau. Mon mari vous a servi, et vous l'avez laissé seul. Le manteau ne répondit pas avec des mots. Il répondit avec un mouvement. Une manche se leva et la clé au bout décrivit un arc lent, comme un geste de fermeture. Derrière nous, la porte frissonna et je compris que le manteau ne voulait pas que nous sortions. Je reculai et je sentis une pointe de panique, mais je la repoussai parce que la panique nourrit les choses comme celle-ci. Je sortis le rapport sanitaire et je le brandis comme on brandit un symbole contre un symbole. Je dis à haute voix que je venais écrire la vérité, que je venais nommer les responsables et que je venais ouvrir. À ma surprise, ce ne fut pas une victoire. Le manteau se rapprocha sans bouger, et la pression sur mes pensées s'intensifia, comme si l'on voulait tamponner ma mémoire. Je sentis mon souffle se raccourcir et je compris que la pièce voulait me transformer en fra officiel. Signe, derrière moi, prononça le prénom de son mari. Enough. Au moment où le prénom résonna, la bougie vacilla et un souffle collectif sembla hésiter. Le manteau, lui, se raidit comme si le nom venait de le contredire. Je profitai de cette seconde pour ramasser la lettre de signe que j'avais glissée dans ma poche. Je la dépliai et je lus à haute voix, non pas comme un journaliste, mais comme un témoin. Le miroir fendu du palier me revint en mémoire et je sentis que la fra avait touché quelque chose comme une fissure. Le souffle collectif s'épaissit, comme si des bouches invisibles s'étaient rapprochées. S'ils ne viennent pas au 7e jour, alors qu'ils ne reviennent pas me demander d'être un homme. La fra était dure, mais elle avait la clarté d'un couteau, et j'entendis, derrière elle, une attente qui se tendait. Le manteau leva les deux manches, et les clés au bout vibrèrent comme des dents. La porte derrière nous commença à se refermer, très lentement, comme si elle savourait le geste. Je fis un pas, puis un autre, et je compris que nous étions en train de perdre, parce que lire ne suffisait pas. Il fallait faire ce qui aurait dû être fait, et cela ne se résumait pas à des mots. Je pris une montre arrêtée sur la planche, et je la tendis vers le manteau, comme une restitution. La montre glissa hors de ma main, attirée, et disparut sous le manteau, comme si le vide avait avalé l'objet. Le manteau se figea, et un bruit s'écrésonna, comme un tampon sur du papier. Signe prit une photographie, et la posa au sol, face au manteau. Je rends ce que vous avez effacé. Le manteau sembla hésiter, et la pièce, une seconde, devint plus silencieuse. Je compris qu'une restitution, même maladroite, avait plus de pouvoir que ma rhétorique. Je pris alors une clé sur le trousseau suspendu, et je la posai à côté de la photographie. Je dis que la clé n'appartenait pas aux vivants, mais que les vivants l'avaient volée, et que je la rendais.
Le manteau réagit. Une manche frappa ma main avec une froideur qui coupa le sang et je lâchai la clé. La sensation fut réelle, physique, et je crus sentir, sous ma peau, un chiffre se dessiner. Je regardai ma paume et je vis, très faiblement, une marque comme une brûlure. Elle formait 03H17. Signe étouffa un cri, mais ce cri resta dans sa gorge, parce que la pièce ne voulait pas de cri. Il vous choisit. Je voulus reculer, mais la porte derrière nous était presque fermée. Je compris que la chose en manteau n'était pas une vengeance, mais un réflexe, un refus, une machine qui préférait sceller que résoudre. Je compris aussi qu'elle ne vivait pas de sang, mais de simplification, de cases, de mots qui réduisent des vies à des lignes. Je pris une inspiration et je cherchais une phrase simple parce que Hakon avait dit que ce lieu détestait l'indécision. Je dis très clairement que nous ouvrions, que nous admettions et que nous rendions. Le manteau trembla et la pression sur mes pensées se relâcha un instant. La porte, pourtant, continua de se refermer et je sentis la panique revenir, mais je la fis taire. Je pensai au garçon Mikkel, aux doigts couverts de verre, et je compris qu'il avait été touché parce que la semaine recommençait. Il fallait empêcher que cette semaine ne prenne un nouveau corps. Je poussai l'épaule contre la porte et je la maintins ouverte d'un effort brutal. Le froid me mordit, mais je tenais. Signe, derrière moi, commença à parler, d'une voix plus forte, plus stable. Nous ne s'armerons plus pour avoir la paix. Le manteau répondit avec un mouvement plus rapide. Il glissa vers Signe et j'eus la sensation que la pièce entière se penchait comme un tribunal. Signe ne recula pas. Je ne vous demande pas de pitié, je vous donne un aveu. Elle sortit une photographie plus nette, pliée dans son châle, et la brandit vers le manteau. Je vis l'image, et elle me coupa le souffle. On y distinguait un homme jeune, le mari de Signe, la main posée sur la maçonnerie qui murait la porte, comme sur une épaule. Au dos, une date et une phrase écrite d'une main ferme. Il a écrit que cela devait finir sans lui. Le manteau se figea, comme si cette phrase était un ordre inverse. La bougie, soudain, brûla plus haut, et j'entendis un souffle collectif qui n'était plus un gémissement, mais une attente consciente. Je compris que nous avions une chance, mais qu'il manquait encore quelque chose. Il manquait le nom qui n'avait jamais été prononcé. Les registres avaient dit inconnu, et la pièce refusait de se libérer tant que le mensonge restait le dernier mot. Je demandai à Signe si elle connaissait le nom de l'enfant accusé le premier, celui qu'on avait désigné pour justifier la fermeture. Il l'appelait seulement le petit, parce qu'un prénom aurait obligé quelqu'un à se souvenir. Je sentis, à cette réponse, une colère froide. Je compris que la chose en manteau fabriquait toujours un responsable commode, parce que c'était plus simple que d'admettre un crime collectif. Je compris aussi, avec une lucidité désagréable, que la pièce commençait à me regarder comme ce responsable commode. La pression revint, plus précise, comme une main qui cherche une signature. Dans ma tête, des mots apparaissaient, des phrases administratives, comme si l'on essayait de m'écrire. Je serrai les dents, et je pensais au miroir fendu, à la phrase de la lettre, à la promesse. Si la promesse était le nœud, alors la phrase exacte de la promesse devait être prononcée. Je relus, d'une voix basse d'abord, puis plus forte, la partie de la lettre où Einar avait mentionné l'ouverture. Ils disent qu'on ouvrira la porte au 7e jour, même si cela nous condamne. Cette phrase n'était pas dans la lettre telle que je l'avais lue auparavant, et je compris que la lettre, comme les registres, n'était pas fixe. Elle se complétait quand on osait regarder. Signe répéta la phrase, comme une confirmation. Nous ouvrirons au 7e jour, même si cela nous condamne. Je la répétai aussi, et ma voix se fit plus stable. Je vis alors, dans la pièce, une vibration, comme si le mur respirait. Le manteau recula, non pas par peur, mais comme si une logique venait de se fendre. La porte derrière moi cessa de se refermer, et je sentis la tension se déplacer. Ce n'était plus un combat de force, mais un combat de sens. Je sortis mon carnet, mon propre rapport, celui que je rédigeais depuis mon arrivée, et je le posai au sol.
Je dis que je ne publierai pas un récit vague, mais un rapport qui donnerait des dates, des chiffres, des responsabilités. Je dis que je n'écrirai pas inconnu. Je dis que je chercherai des noms, même si cela me rendait impopulaire, même si cela me rendait vulnérable. Le manteau se tourna vers le carnet, et une manche se leva, comme pour le tamponner. Signe posa alors sa main sur le carnet, et je vis qu'elle tremblait. Je signe aussi parce que si je vous laisse porter seul, je recommence la même faute. Cette phrase eut plus d'effet que toutes les miennes. Le manteau vacilla, et la pièce se remplit d'un souffle qui ressemblait à un soulagement. Je crus entendre un petit rire, non pas moqueur, mais fragile, comme celui d'un enfant qui comprend enfin qu'on l'a entendu. Je pensai au garçon Michael, et je me jurai de le revoir. Le manteau, pourtant, n'avait pas disparu. Il se déforma, et je sentis une présence plus vaste, comme si la pièce contenait l'idée même de fermeture. Les clés au bout des manches se mirent à vibrer. Le miroir fendu au palier craqua, et son son descendit jusqu'à nous comme une pluie sèche. Je compris que la chose, acculée, tenterait de me transformer en substitut, en preuve, en carentième. Je sentis la marque 03H17 sur ma paume brûler plus fort, comme une encre chaude. Le manteau glissa vers moi, et je n'eus pas l'impression qu'il voulait me tuer, mais qu'il voulait me classer. Je reculai, et mon dos heurta une étagère. Une montre tomba, se brisa, et le verre éclata en poussière fine. La poussière se mit à flotter, et dans cette poussière, je vis des silhouettes, très brièvement, comme des images dans un faisceau. Des mains tendues. Des lèvres qui murmurent. Une porte qu'on frappe. Je compris alors comment le garçon Michael avait eu les doigts couverts de verre. Le verre n'était pas seulement du verre, c'était le reste du miroir, la mémoire en éclats. Je pris une bougie consumée et je la posai droite, comme si je reconstruisais un geste. Je dis à haute voix que nous rendions les heures. Je pris une montre arrêtée et je la remontai, non pas pour qu'elle avance, mais pour qu'elle retrouve le chemin du 7e jour. Au moment où je tournai la couronne, la montre fit un bruit, comme un pas. Un pas léger, presque humain. Une autre montre, sur la planche, vibra, puis une autre, comme une chorale mécanique. Les aiguilles frémirent. 03H17 se fissura. Le manteau se rigidifia, comme si le chiffre était sa respiration. Je continuai, obstiné, remontant une montre après l'autre, même si mes doigts devenaient froids. Signe, à côté, posa les photographies au sol, une à une, comme on aligne des visages à une cérémonie. Je ne voyais pas les visages, mais je sentais leur présence. La pièce, soudain, se remplit d'un son plus net. Ce n'était pas un gémissement, c'était un comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je cherchai le 7e, et je compris que le 7e n'était pas un chiffre, mais un acte. Ouvrir au 7e jour. Nous avions ouvert une porte, mais il fallait ouvrir encore quelque chose. Il fallait ouvrir le langage. Je pris alors le registre où les noms avaient été grattés. Je le levai, et je dis que le mot inconnu était une insulte. Je dis que chaque inconnu avait été connu de quelqu'un. Je dis que je ne pouvais pas inventer les noms, mais que je pouvais refuser l'effacement. Le manteau s'arrêta. La pression sur mes pensées se relâcha, comme si la chose venait d'entendre une logique qu'elle ne pouvait pas classer. Signe d'une voix ferme prononça un nom de famille, celui d'une voisine d'autrefois. Azen, Puis un autre. Yande, Elle se mit à égrener des noms, non pas tous, mais assez pour briser le mur du mot inconnu. À chaque nom, une montre avançait d'un cran. À chaque nom, la bougie brûlait plus haut. À chaque nom, le manteau semblait perdre une couche de rigidité. Je compris alors que la chose se nourrissait du collectif sans visage, et qu'un visage l'affamait. Mon propre nom tenta de remonter dans ma gorge, comme si la pièce voulait me l'imposer. Je refusai. Je dis que je ne serais pas le substitut. Je dis que la faute n'appartenait pas à un homme,
mais à une série de décisions qui avaient choisi la facilité. Je dis que la fin ne se paierait pas avec un bouc émissaire, mais avec un aveu. Le manteau frissonna, et les clés au bout des manches cessèrent de vibrer. Le miroir fendu au palier se mit à craquer plus fort, comme si la fissure s'élargissait. Un bruit de verre se répandit dans l'escalier. Je regardai Signe, et elle hocha la tête, comme si elle comprenait. Nous devions donner au miroir ce qu'il refusait, une image entière. Je pris le miroir portatif que j'avais dans ma poche, un petit miroir de voyage, et je compris aussitôt mon erreur. Je n'avais pas le droit d'introduire un miroir ici, parce que les miroirs, dans ce lieu, étaient des bouches. Le manteau se tourna vers ma poche, comme attiré. Je sortis le petit miroir et je le posai au sol face au manteau. Mon reflet y apparut et il sembla, une seconde, se décaler. Je vis mes yeux bouger quand je ne bougeais pas. Je vis ma main se lever vers la serrure alors que ma main restait immobile. Je compris que l'image voulait me faire rejouer la fermeture. Je pris une inspiration et je dis très lentement que je ne suivrais pas l'image. Je dis que l'image n'était pas la vérité. Je dis que la vérité était l'acte de rendre. À ces mots, le petit miroir se fissura, puis se réduisit en poussière comme du sel. La poussière s'éleva, et j'eus l'impression qu'elle passait sur mon visage comme une main. Le manteau recula. Les montres toutes avancèrent ensemble. Le chiffre 03H17 se brisa, non pas en éclats, mais en secondes qui recommencèrent à courir. J'entendis, dans la pièce, un soupir immense, comme si l'air retenu depuis des années venait d'être relâché. La lanterne du phare, au-dessus, s'éteignit d'un coup, et le bruit mécanique cessa comme une respiration enfin terminée. La brume dehors se fendit, par plaques, et un silence plus naturel entra dans la cave. Le manteau, au centre, resta un instant immobile, puis il s'affaissa, comme si l'idée de fermeture avait perdu sa colonne vertébrale. Les clés tombèrent au sol avec un bruit léger, presque honteux. Signe se mit à pleurer, mais ses larmes étaient silencieuses, comme si elle avait appris à ne pas déranger. Je posai ma main sur la sienne, et sentis la marque 03H17 refroidir, puis disparaître. Dans le silence, je crus entendre des pas minuscules, comme des enfants qui sortent d'une pièce après un long jeu. Je crus entendre une voix, très faible, qui ne demandait pas vengeance, mais simplement une confirmation. Vous nous entendez? La phrase ne venait pas de Signe, et elle ne venait pas de moi, et pourtant elle était là, nette, posée. Je répondis, sans réfléchir, avec une honnêteté brutale. Oui, je vous entends. Je regrettais aussitôt d'avoir parlé avec ma voix de vivant dans cet endroit, puis je compris que c'était précisément ce qu'il fallait. Nous sortîmes de la pièce et l'escalier semblait moins raide. Au palier, le grand miroir fendu était devenu une poussière claire sur le sol comme une neige fine. Signe ramassa une clé tombée et la regarda longtemps. Elle est sourde. Je regardai ma montre et elle fonctionnait. L'aiguille des secondes faisait un bruit étrange, comme un pas, mais elle avançait, et cela ressemblait à une victoire modeste. Nous retrouvâmes Hakon à la table, la bougie presque terminée. Il leva les yeux vers nous, et je vis dans ses pupilles une fatigue qui n'était plus la même. Vous avez ouvert. Je répondis que oui. Alors écrivez, parce que si vous n'écrivez pas, la chose reviendra, et elle trouvera quelqu'un de plus fragile. Je lui demandai s'il allait bien. Je vais être absent. La phrase me frappa parce qu'elle sonnait comme un départ. Je voulus protester, mais il secoua la tête. J'ai gardé la porte trop longtemps, et maintenant que la semaine est finie, je n'ai plus de rôle. Il se leva, prit son manteau, et sortit sans bruit, comme un homme qui ne veut pas réveiller sa propre disparition. Signe et moi restâmes un instant immobiles. Je sentis alors, derrière la paix, une menace plus discrète. Si la chose n'était pas née d'un esprit, mais d'une peur collective, alors elle pouvait renaître ailleurs. Le lendemain, je me rendis chez la mère de Mikkel.
La maison était petite, chauffée par un poêle qui faisait un bruit rassurant. Vous êtes le journaliste, et je n'ai rien à vous donner, parce que je n'ai plus de sommeil. La mère me conduisit au lit où Michael était assis, les yeux trop grands. Je n'ai pas voulu, monsieur, je n'ai pas voulu compter, mais ça comptait dans ma tête. Je m'assis face à lui et je parlais doucement, comme on parle à quelqu'un qui revient d'un endroit sans carte. Tu n'as rien fait de mal et tu n'as rien à réparer. Je vis ses doigts, encore un peu irrités, comme s'ils avaient frotté du verre. Je voyais une porte, et je voyais des mains, et je savais que si je n'allais pas, quelqu'un d'autre irait. Je lui demandai ce qu'il avait entendu. Je n'entendais pas des cris, j'entendais une attente, et c'était pire. Je pris une respiration. Cet attente est terminé. Ses épaules se détendirent un peu et je sentis, dans la pièce, un relâchement, comme si l'air cessait de retenir son souffle. Vous dites ça, mais comment puis-je le croire? Je sortis mon carnet et je le montrai. Je dis que j'écrirai tout, que je publierai, que je donnerai des dates, des responsabilités, des noms, autant que possible. Je dis que je ne laisserai pas le mot inconnu servir de couvercle. Et si on vous fait taire? Je répondis que je parlerais plus fort parce que le silence était la nourriture de ce qui avait habité le phare. En sortant, je regardais le port. La brume était toujours là, mais elle semblait moins collante, plus ordinaire. Pourtant, en traversant une vitrine, je vis un reflet derrière moi et mon cœur se serra. Ce n'était qu'un manteau accroché à un clou dans un magasin vide, banal. Mais pendant une seconde, j'eus l'impression qu'il se tenait debout, comme s'il attendait d'être rempli. Je continuais de marcher et je me répétais que c'était fini. La nuit suivante, à l'auberge, je posai ma montre sur la table. Je la regardais longtemps, comme si je surveillais un animal. À 03H17, l'aiguille des secondes hésita. Elle s'arrêta une fraction de seconde. Puis elle repartit. Le bruit du petit pas revint, plus régulier, presque rassurant. Je compris alors que la menace n'était pas dans l'arrêt, mais dans la tentation de croire que tout se ferme tout seul. Au matin, je quittai Scarholm avec la clé dans la poche. La clé était devenue chaude, comme si une main vivante l'avait tenue longtemps. Je regardai une dernière fois le phare, sombre, silencieux, et je ressentis une gratitude étrange, comme si le lieu m'avait appris une règle. Ne pas confondre l'ordre avec la paix. Ne pas confondre la fermeture avec la fin. Quand je publiai mon rapport, je reçus des lettres, certaines de soutien, d'autres de menaces. Je lus chacune, parce que je savais désormais ce qu'un silence peut fabriquer. Et parfois, encore aujourd'hui, quand l'hiver est trop long, ma montre hésite à 03H17 comme un rappel discret. Ce n'est pas une malédiction, c'est une question. Qui est derrière la porte que nous avons décidé de ne plus voir? Qui attend que nous prononcions un nom? Si vous écoutez cette histoire dans le noir et que vous sentez votre propre temps se figer une seconde, ne forcez pas l'horloge. Écoutez plutôt ce que votre conscience essaie de compter. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a saisi, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, un don est possible via le code QR en bas à droite de la vidéo ou via le lien dans la description. Dans la description, vous trouverez aussi des liens vers d'autres œuvres d'une série complètement différente. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt, alors, pour la prochaine histoire.